Je m'appelle Matteo, j'ai 19 ans maintenant. Si je remonte le temps, je n'avais que 8 ans quand mes parents se sont séparés. Mon père a déménagé, et comme c'est souvent le cas dans les familles américaines, il est petit à petit devenu un invité dans ma vie. Celui qui venait pour les vacances, un week-end de temps en temps, mais qui ne restait jamais assez longtemps pour vraiment avoir de l'importance. Je suis restée chez ma mère. Elle s'est remariée peu de temps après. Ma mère a 40 ans. Mon beau-père n'était pas un mauvais homme, mais il était strict, trop strict. Et j'étais toujours un invité chez lui, comme si je n'étais pas vraiment le bienvenu. Je ne pouvais pas m'habiller comme je voulais. Je ne pouvais pas sortir avec les autres enfants de mon âge. Je ne pouvais même pas rêver d'avoir ma propre chambre. Maman et moi partagions une chambre. Il avait l'autre. Vous imaginez à quel point c'était étouffant. Adolescente, je n'avais ni l'espace pour respirer, ni la liberté de m'épanouir. À 10 ans, la tension était insupportable. Mon père a commencé à insister pour que je vive avec lui, mais ma mère a riposté. Elle ne voulait pas me laisser partir. Il se disputait, criait, m'entraînait au milieu de tout ça, et puis finalement, elle a cédé. Seulement, quand j'ai déménagé, ce n'était pas chez papa. Il habitait trop loin, trop instable. C'est ma mère qui m'a emmenée avec elle lorsqu'elle a rompu son second mariage. Elle a loué un appartement en ville, un grand, moderne, avec vue. Pour la première fois de ma vie, j'avais ma propre chambre, mon propre lit, mon propre bureau, des posters de mes groupes préférés au mur, des rideaux bleu foncé que j'avais choisis moi-même, et même un ordinateur portable qu'elle avait acheté rien que pour moi. C'était irréel, comme si j'étais rentrée dans la vie de quelqu'un d'autre. Maman n'avait qu'une quarantaine d'années à l'époque, jeune, séduisante, le genre de femme qui faisait tourner les têtes dès qu'elle entrait dans une pièce. On nous disait qu'on se ressemblait, mêmes yeux, même sourire, même attitude. Parfois, on était presque comme frères et sœurs, pas mère et fils. Elle travaillait beaucoup, mais elle trouvait toujours du temps pour moi. Elle préparait mes plats préférés, m'aidait à faire mes devoirs, m'achetait des vêtements qui me correspondaient vraiment. Et le soir, quand je n'arrivais pas à dormir, elle s'asseyait au bord de mon lit et me passait la main dans les cheveux, comme elle le faisait quand j'étais enfant. Je n'y prêtais pas attention à l'époque, mais avec le recul, c'est peut-être à ce moment-là que la frontière a commencé à s'estomper. Les années ont passé. À 17 ans, on était tous les deux face à la terre. Elle avait eu des petits amis, mais rien n'avait duré. L'un d'eux, un homme gentil et discret nommé Marc, est tombé gravement malade et est décédé. Après ça, elle n'a plus eu de rendez-vous. On était seuls dans cet appartement, soir après soir. Je prenais en charge les tâches ménagères, cuisine, ménage, petit bricolage. Je pensais l'aider, l'empêcher de se sentir seule, mais c'était plus profond que ça. Il y avait quelque chose de non dit entre nous. Sa façon de s'attarder quand je la serrais dans mes bras, son regard de l'autre côté de la table, son sourire qui tenait un peu trop longtemps. À 19 ans, elle m'a organisé un dîner d'anniversaire, juste tous les deux. Elle m'a acheté un costume, m'a servi un verre de vin et m'a dit combien elle était fière de moi. Ce soir-là, elle était ma mère, une femme qui me voulait à ses côtés. À 19 ans, les choses avaient complètement changé. J'avais des amis, des filles qui me couraient après, des soirées où j'aurais facilement pu tomber dans des relations. Mais à chaque fois, elle trouvait le moyen de me faire taire. Elle me disait que la fille n'était pas assez bien, que j'étais trop jeune, que je devais me concentrer sur moi-même. Ça faisait mal parfois, mais ensuite, elle me serrait fort, me murmurait qu'elle ne pouvait pas imaginer la vie sans moi, que j'étais sa seule vraie joie, et tous mes doutes se dissipaient. Un soir, une autre fille que j'appréciais disparut parce que maman lui avait parlé. Je lui ai finalement demandé, « Maman, pourquoi ne veux-tu pas que je sois avec quelqu'un? Ne veux-tu pas que je fonde une famille un jour ?» Elle m'a regardé un long moment, puis doucement, elle a dit, « Je ne sais pas comment je vivrai sans toi. Tu es tout ce que j'ai. » Et en disant cela, elle a tendu la main, a touché ma joue et a souri d'une manière qui m'a fait frissonner. Ce soir-là, tout a commencé à changer. Ce soir-là, après qu'elle m'a dit que j'étais tout ce qu'elle avait, je ne pouvais plus dormir. Sa main dans ma tête,
pas seulement les mots, mais aussi la façon dont elle les prononçait, la façon dont sa main s'attardait sur ma joue, ce sourire si différent. Le lendemain matin, elle agissait normalement. Elle préparait le petit déjeuner en fredonnant, tout embrouillé des œufs. Mais je ne pouvais m'empêcher de revivre ce moment. Je me demandais si elle pensait plus que ce qu'elle disait à voix haute. Une semaine plus tard, quelque chose m'a choqué. Je rangeais sa chambre, elle m'avait toujours fait confiance pour l'aider dans l'appartement. C'est là que j'ai découvert, au début, j'ai cru que c'était juste de la lotion, mais quand je l'ai ouvert, ce n'en était pas. C'était autre chose, quelque chose de personnel, quelque chose qu'elle cachait clairement. Mon visage brûlait. Je n'étais pas censée voir ça. Et pourtant, je l'ai vu ce soir-là, dans le salon, le cœur battant la chamade. J'ai dit doucement, maman, tu te sens seule, n'est-ce pas? Tu ne penses pas que tu devrais trouver quelqu'un qui te rende heureuse? Elle s'est figée et m'a regardée comme si je venais de découvrir un secret qu'elle n'avait jamais voulu partager. Un instant, j'ai cru qu'elle allait crier, peut-être même me gifler, mais au lieu de cela, sa voix devint douce. Je n'ai besoin de personne d'autre, Matteo. Je t'ai. Son regard était intense, vulnérable. Puis elle a détourné les yeux, se murmurant presque à elle-même, tu es le seul qui me comprenne vraiment. Après cette nuit-là, tout a changé. Elle a commencé à passer plus de temps avec moi. Elle m'emmenait dans des restaurants chics, m'offrait des cadeaux et parfois même appelait ça nos petits rendez-vous. Elle souriait quand elle me voyait porter une pièce de son choix. Ses yeux s'illuminaient comme si c'était plus que de la fierté. Je me disais que c'était inoffensif, juste une mère pour son fils. Mais ce n'était pas inoffensif. Pas quand elle était à table et s'attardait une seconde de trop. Pas quand elle se penchait assez près pour que je sente son parfum, le parfum que les femmes portent pour les hommes. Un soir, elle s'est assise sur le canapé à côté de moi pendant que nous regardions un film, contre moi. Tu n'as besoin que de moi, murmura-t-elle. Ces mots se sont emmêlés dans ma tête jusqu'à ce que je les croie. Et plus je cédais, plus je me perdais. Un soir, alors que nous étions allongés ensemble, j'ai posé la question que j'avais trop peur d'exprimer auparavant, et si quelqu'un découvrait ça? Et si les gens voyaient comment nous sommes? Elle rit doucement, effleurant mon oreille. Ils ne le feront pas. Et si quelqu'un essaie, je ferai tout ce qu'il faudra. Personne ne t'enlèvera à moi. Son ton était doux, presque enjoué, mais il y avait une pointe d'amertume en dessous qui me tordit l'estomac. Pour la première fois, j'ai réalisé que ce n'était pas que de l'amour, c'était de l'obsession. Quelques jours plus tard, alors que je rangeais sa chambre, je tombai sur quelque chose qui me figea sur place. Une boîte en métal cachée derrière des livres sur une étagère verrouillée. Je n'aurais pas dû, mais j'ai cherché jusqu'à trouver la clé. À l'intérieur, il y avait des photos, des dizaines, toutes de moi. Certaines étaient innocentes, moi au dîner, moi dormant sur le canapé, d'autres non. Des photos de moi torse nu, sortant de la douche, me changeant dans ma chambre, prise à mon insu. Mon estomac se retourna, ma peau se glaça. Sous les photos, un mot écrit à la main, de son écriture féminine et soignée, Matteo, tu es à moi. Tu seras toujours à moi. Personne ne s'interposera jamais entre nous. Je ferai tout ce qu'il faudra. Ma main tremblait lorsque j'ai replié le mot. Pour la première fois, je me sentis piégée, ni aimée, ni désirée, mais piégée. Cette nuit-là, lorsqu'elle m'a pris dans ses bras, je n'ai pas pu me détendre. Chaque contact était différent, plus lourd, possessif. Mais je ne l'ai pas arrêté. Je ne pouvais pas, car j'étais accro à elle, à son odeur, à ces mots qui me réconfortaient et me détruisaient à la fois. Je me disais que je pouvais gérer ça, que je pouvais vivre dans son monde, même si cela impliquait de renoncer au mien. Mais au fond, je savais la vérité, je me perdais, et je la perdais aussi, car un amour aussi pervers ne peut que se briser. Je ne pouvais chasser ces images de mon esprit, les photos, le mot, la prise de conscience que chaque sourire, chaque cadeau avait été précieux. Cette nuit-là, lorsqu'elle m'enlaça au lit, je gardai les yeux ouverts, fixés au plafond. Sa respiration était régulière, calme, comme si elle n'avait aucune idée qu'en moi quelque chose s'était brisé. Je ne pouvais plus rester. Le lendemain matin,
j'attendis qu'elle parte travailler. Mes mains tremblaient tandis que je fourrais des vêtements dans un sac à dos, attrapais mon portefeuille, mon téléphone et juste assez d'argent pour m'enfuir. Je ne savais pas où j'allais, peu m'importait. Tout ce que je savais, c'est que je devais courir avant qu'elle ne resserre son étreinte complètement. Quand j'ai fermé la porte derrière moi, mon cœur battait fort. J'ai cru qu'il allait éclater. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je montais dans un bus en direction du nord, vers une ville que je n'avais jamais visitée. Je regardais par la fenêtre les bâtiments céder la place aux autoroutes, les autoroutes aux champs vides. Pour la première fois, j'ai pensé que je m'étais peut-être échappée. Peut-être que j'étais libre. Les premières nuits loin de chez moi furent étranges. J'ai loué une petite chambre au-dessus d'un restaurant. J'ai travaillé à faire la vaisselle sous la table, essayant de me construire une sorte de nouvelle vie. Pendant un moment, ça a marché. J'ai ri à nouveau. J'ai rencontré des gens qui ne me connaissaient pas comme son fils. J'ai même commencé à fréquenter une fille. Elle s'appelait Sarah. Elle était gentille, drôle, et ne ressemblait en rien à ma mère. Elle m'aimait pour moi, de manière normale, humaine, et pour la première fois, j'ai pensé que je pourrais peut-être tout oublier. Mais l'obsession ne lâche pas si facilement. Tout a commencé par des appels, des numéros inconnus, toujours. Elle raccrochait dès que je décrochais, puis des textos étranges d'un nom inconnu dans mes contacts. Tu ne peux pas te cacher de moi. Rentre à la maison. Tu es à moi. Au début, je me suis dit que c'était une blague, qu'elle ne savait pas où j'étais. Mais un soir, alors que je fermais le restaurant après un service tardif, je l'ai vue de l'autre côté de la rue, me regardant. Mon sang se glaça. Le lendemain, Sarah remarqua que j'étais distrait. Elle essaya de me faire rire, de me faire revenir, mais mes yeux n'arrêtaient pas de se tourner vers les fenêtres, vers les ombres, persuadée que je la reverrais. Je ne voulais pas impliquer Sarah dans cette histoire. Elle était trop bien, trop pure. Alors, j'ai menti. J'ai dit que j'étais fatiguée, que j'avais juste besoin d'espace. Mais au fond, je savais la vérité, ma mère ne me laisserait pas partir. Pas maintenant, jamais. La veille de l'anniversaire de Sarah, je restais tard dans la chambre que je louais, à emballer le petit cadeau pour lequel j'avais économisé. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit en grinçant. Je me figeai. Elle entra comme si elle était chez elle. Ses cheveux tombèrent sur ses épaules, son visage s'étira en un sourire que je connaissais trop bien. « Mathéo » murmura-t-elle. « Tu croyais vraiment pouvoir me quitter ?» Je reculai. « Maman, tu ne peux pas être là. Tu ne peux pas. » Mais elle m'interrompit, traversant la pièce en quelques secondes, pressant un doigt sur ma bouche. « Ne dis pas ce mot. Ne m'appelle pas comme ça maintenant. » Son contact me fit frissonner. J'avais envie de la repousser, de crier, mais mon corps me trahit. Chaque nerf se souvenait d'elle. Chaque partie de moi la désirait encore, même si mon esprit me suppliait de fuir. Elle me prit dans ses bras et murmura, « Tu es à moi. Tu seras toujours à moi. » Et pendant un instant, je la laissai faire. Je me laissai submerger par elle, son parfum, sa voix, parce que la combattre était impossible, parce qu'une part de moi l'aimait encore, même si cela me détruisait. Mais tandis qu'elle me serrait plus fort, j'ai compris la vérité, ce n'était pas de l'amour, c'était une prison, et j'étais son prisonnier. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Pas pendant qu'elle était allongée à côté de me dans le petit lit, sa main serrée autour de la mienne comme une chaîne. Je fixais l'obscurité, le cœur battant, l'esprit s'emballant. Je m'étais échappé une fois. Il faudrait que je recommence. Seulement, cette fois, je n'étais pas sûre de survivre. Des mois passèrent après cette nuit-là. J'ai réussi à m'échapper à nouveau. Cette fois, je ne dis à personne où j'allais. Je me suis coupé les cheveux, j'ai changé de numéro, j'ai déménagé dans un autre état. Je pensais que la distance arrangerait peut-être tout. Peut-être qu'en mettant suffisamment de kilomètres entre nous, l'emprise qu'elle avait sur moi s'estomperait. Et pendant un certain temps, ce fut le cas. Je me suis construit une nouvelle vie, une meilleure. Je me suis inscrit à l'école communautaire.
J'ai trouvé un emploi suffisamment bien payé pour louer un petit appartement. Et c'est là, dans cette nouvelle ville, que j'ai rencontré Élise. Élise était tout ce que ma mère n'était pas, douce, indépendante, stable. Elle ne me contrôlait pas, ne m'étouffait pas. Elle m'aimait tout simplement, et petit à petit, elle m'a aidé à croire que je pouvais mériter quelque chose de normal. Lorsqu'elle a dit oui à ma demande en mariage, j'ai cru que le cauchemar était enfin terminé. Les semaines précédant notre mariage furent un flou, dégustation de gâteaux, essayage, faire part. Le rire d'Élise emplissait l'appartement, sa main toujours présente. Pour la première fois, j'ai cru en l'avenir. Le matin de notre mariage, debout devant le miroir, je rajustais ma cravate, mon reflet me fixait, plus âgé, plus fort, plus calme. Puis je l'ai vue, une ombre derrière moi. Je me suis retournée, et elle était là. Ma mère, vêtue de noir, ses yeux brillants d'une lueur sauvage, une lumière que j'espérais ne jamais revoir. Mathéo, dit-elle doucement, en entrant dans la pièce comme si c'était la sienne. Tu pensais vraiment pouvoir épouser quelqu'un d'autre? Ma gorge s'assécha. Maman, s'il te plaît, pas aujourd'hui, pas maintenant. Elle pencha la tête, souriant comme une chasseresse. Tu me l'avais promis, tu te souviens? Tu as dit que tu ne me quitterais jamais, que je serais tout pour toi. Sa voix était à la fois mielleuse et venimeuse. Je reculai en titubant, mais elle fut à mes côtés en quelques instants, ses mains entourant mon visage, son souffle collé à mon oreille. Tu es à moi. Tu seras toujours à moi. Et si elle pense qu'elle peut te prendre? Ses mots s'éteignirent, mais son regard suffisait. Il était plus fort que mes souvenirs, le désespoir l'avait créé. Maman, s'il te plaît, criai-je, mais elle pressa ses mains sur moi comme si j'étais encore un enfant. Je te pardonne, murmura-t-elle. Tu étais perdu. Mais je suis là maintenant, et tu rentres à la maison avec moi. Son parfum m'envahit la tête, me secouant de souvenirs que je ne pouvais pas oublier. Quelques minutes plus tard, Élise frappa à la porte. Sa voix était joyeuse, elle m'appela avant que je puisse répondre. Le regard de ma mère devint froid. Elle me fit signe de me taire. Les coups s'intensifièrent, la voix d'Élise paniquait. Mathéo, ça va? J'avais envie de crier, de la prévenir, mais la main de ma mère se serra comme un étau contre moi. Si elle entre, murmura-t-elle, je ferai en sorte qu'elle ne sorte jamais. Son sourire était doux, tendre, mais ses mots étaient un couteau. Je ne me souviens plus comment elle m'a tiré de là. Peut-être le choc, peut-être la peur, peut-être comme elle l'avait toujours su, me contrôler. Je sais seulement qu'après, j'ai vu le flou des rues de la ville par la fenêtre de la voiture, sa main sur le volant, sa voix chantant. La radio était allumée comme si de rien n'était. Tout ira bien maintenant, Mathéo, tu verras. Comme avant, juste nous. J'étais figée sur le siège passager, le smoking toujours collé à moi. Derrière nous, la voix d'Élise, l'avenir, l'amour d'Élise, tout s'estompait. Quand nous sommes rentrés à la maison, c'était comme revenir à un cauchemar auquel je pensais avoir échappé. Les mêmes murs, les mêmes rideaux, le même lit, là où les lignes avaient disparu auparavant. Elle me guida, repassant mon poignet. Tu es à la maison maintenant, murmura-t-elle. Où est ta place? Cette nuit-là, elle ne voulut pas me laisser sortir. Le regard qu'elle posa sur moi, son corps se serrant contre le mien, murmurant promesses et menaces dans un même souffle. Si tu essaies de repartir, je te retrouverai. Si quelqu'un essaie de t'enlever, je le détruirai. Tu es à moi, Mathéo, pour toujours. Je fixais le plafond, le souffle court. Une part de moi voulait se battre, être libre une fois pour toutes, mais une autre part, celle qu'elle avait nourrie, déformée, possédée, me tenait silencieux. Parce qu'elle avait raison, j'étais à elle, non par choix, ni par amour, mais parce qu'elle m'avait enchaîné. Il y a des années, enchaînée, je n'y croyais pas, des chaînes qui ne se briseraient jamais. Et je restais allongée là, avec ses bras serrés autour de moi dans l'obscurité, écoutant sa respiration, son cœur battant contre le mien, sachant que peut-être, juste peut-être, je ne vivrais jamais.